mesdames, messieurs, chers maîtres, peut-être chers étudiants, oui. Alors, mes premiers mots seront des remerciements. Ils seront adressés au professeur Gautret et au professeur Mecky, que je remercie de m'avoir convié à ce colloque sur les professions juridiques face à la justice plurielle. Le sujet qui m'a été confié porte sur le métier d'avocat. Et bien évidemment, je précisais d'emblée qu'il s'agit des avocats à la Cour et non pas des avocats au Conseil et à la Cour de cassation. Enfin, c'est comme cela que je l'ai envisagé. Et puis, par ailleurs, il s'agit des avocats français. Et je vois déjà, suite à l'intervention de notre collègue, qu'il y a en effet des différences entre les avocats français et les avocats canadiens. Alors, les avocats en France sont des auxiliaires de justice et ils ont toujours pris part aux réflexions sur l'avenir de cette grande dame. En 2017, le garde des Sceaux avait confié à M. Haëry, avocat au barreau de Paris, la mission de réfléchir sur l'avenir de la profession d'avocat. Et dans ce rapport, les avocats étaient invités à s'interroger sur le rapport au droit et à la justice. Concernant le numérique, le rapport précisait, je cite, « Les nouvelles technologies et l'utilisation des plateformes ont fait naître dans la profession un sentiment équivalent à celui de la grande peur de l'an 1000 et elle y a vu à tort l'annonce des prémices de sa disparition. Il y est encore indiqué que, je cite, « Les institutions représentatives de la profession sont présentées par les personnes auditionnées comme portant une part de responsabilité dans ce phénomène. Les réflexions et les actions de la profession n'étant pas visibles, et, toujours selon les personnes auditionnées, la profession essayant de faire échouer certaines initiatives liées au numérique ou s'entêtant à lutter contre un phénomène qu'elle aurait intérêt à investir. » L'analyse que je viens de vous rapporter est pour le moins un peu sévère à l'endroit de la profession d'avocat et de ses institutions représentatives. L'approche du rapport Haëry est néanmoins intéressante. Elle consiste finalement à se demander si la profession juridique d'avocat est à même de pouvoir évoluer face à des facteurs externes tels que le numérique. À la lumière de l'actualité législative française, nous avons fait le choix de poursuivre cette réflexion en nous interrogeant sur les formes de mobilisation de la profession d'avocat face à l'émergence de la justice plurielle. Et pour ce faire, nous avons circonscrit notre champ d'observation à la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir la justice numérique et le déploiement des modes amiables des différends. Alors, pour répondre à la problématique posée sur les formes de mobilisation de la profession d'avocat, 3 niveaux semblent pouvoir être distingués. En premier lieu, la profession se mobilise par l'intermédiaire de ses institutions représentatives. Cette mobilisation est alors de nature politique et conduit à établir des rapports de force avec les pouvoirs publics ainsi qu'avec d'autres acteurs. En second lieu, la profession d'avocat, qui est une profession réglementée, se mobilise suivant une logique, je dirais, pragmatique, en expérimentant de nouvelles formes d'organisation et de partenariat. Et puis, en dernier lieu, la mobilisation peut conduire et a conduit la profession d'avocat à devoir défendre le périmètre du droit devant les tribunaux, ce que l'on désignera comme constituant une mobilisation contentieuse. Mobilisation politique, mobilisation pragmatique, mobilisation contentieuse, telle sera notre feuille de route pour s'interroger sur les caractéristiques de la justice amiable et numérique. Alors, mobilisation politique de la profession. La loi de programmation et de réforme de la justice en date du 23 mars 2019 constitue ici notre hypothèse d'observation. Par commodité de langage, il sera question de la loi Justice 2019. Le processus législatif qui a conduit à la promulgation de ce texte a suscité en France une mobilisation individuelle et collective de la profession. Tout d'abord, individuellement, les avocats ont été nombreux à exercer leurs droits politiques.
Ainsi, les professionnels de justice, parmi lesquels les avocats, ont fait grève sur l'ensemble du territoire français pour exprimer leur désaccord sur le projet de justice 2019. Ensuite, les institutions représentatives ont mené des actions politiques ciblées et communiqué sur celle-ci. En particulier le Conseil national du barreau, qui est donc une organisation non syndicale représentative de la profession juridique d'avocat. Le CNB a pris position tout au long du processus législatif. Alors concrètement, qu'a-t-il fait? Il a publié sur son site les demandes et les mesures auxquelles il s'opposait, et ce dès la remise à la chancellerie des propositions sur les chantiers de justice. Par exemple, a été supprimée à la demande du CNB la possibilité pour un service en ligne d'aide à la saisine des juridictions de délivrer, je cite, une information détaillée sur les conséquences des actions en justice qu'il permet de réaliser. En revanche, la proposition du CNB de conférer un caractère exécutoire aux accords issus de médiation contresignés par les avocats des parties n'a pas été acceptée, pas plus que d'autres propositions, par exemple les mises en garde du CNB contre un système d'autorégulation des plateformes de services de résolution amiable des litiges. Alors, cette mobilisation politique des instances représentatives de la profession ne s'est pas faite sans passe d'armes. La réponse commune de la présidente du CNB, du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, du président de la conférence des bâtonniers en décembre 2018, à la lettre ouverte des rapporteurs du projet de loi, est un premier exemple de la tension qui a existé et qui existe encore entre les parties. La pétition adressée au président de la République, je cite, pour lui demander d'arrêter le processus parlementaire, en est un autre. Autre exemple de cette tension, le CNB a publiquement commenté sur son site la décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2019, mettant en avant sa coopération active dans la saisine du Conseil. Les termes prononcés par le CNB sont forts, je vous laisse juger. Ils sont forts s'agissant donc de ce texte, loi de justice 2019, il le présente comme un texte attentatoire aux valeurs et principes qui fondent l'état de droit. La réaction somme toute très vive de la profession d'avocat face à la justice 2019 interpelle. Alors, on peut s'interroger. Les intérêts, les usages et pratiques de la profession, la notion de service public de la justice, la protection du faible sont clairement, à mon avis, des facteurs qui viennent bousculer une politique publique libérale qui est contenue dans cette loi justice 2019. On peut également croire, ou peut-être espérer, à chacun de juger, qu'il s'agit là d'un mouvement authentique qui veille à ce que la justice demeure au service du justiciable. Cet objectif noble peut être poursuivi par des initiatives concrètes, des expérimentations, dont le maintien est subordonné à l'efficacité réelle des mesures prises. La mobilisation est alors non plus politique, mais bien pragmatique. Alors, mobilisation pragmatique de la profession. De manière liminaire, on notera que l'extension des modes amiables de résolution des litiges, ou MARD, ne devrait assurément pas laisser indifférents les professionnels du droit, à commencer par les avocats. 2 articles, à titre d'exemple. L'article 3.1 de la loi justice 2019 autorise le juge à enjoindre les parties de rencontrer un médiateur en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime ce mode alternatif possible. Dans le même sens, l'article 3.2 prévoit la tentative préalable obligatoire de résolution amiable devant le tribunal de grande instance pour les litiges dont l'enjeu financier est modique et pour les conflits de voisinage. Alors,
la profession d'avocat n'a pas attendu la loi de justice 2019 pour prendre des initiatives s'agissant des MARD. On peut noter par exemple qu'antérieurement à la promulgation de cette loi, la profession avait mis en place une plateforme numérique dédiée à la médiation, le Centre national de médiation des avocats, le CNMA. Donc, première expérience. Alors, plus précisément, par une décision adoptée par son Assemblée générale des 9 et 10 décembre 2016, le CNB avait modifié l'article 6.3.1 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat en posant, et c'est ce qui est important, comme condition de l'exercice de médiateur, le référencement auprès du CNMA. Alors, cette initiative, quand on y réfléchit, consistait en quoi? Elle consistait d'une part à promouvoir une médiation qui est fondée sur des critères qualitatifs, c'est-à-dire qui suppose une formation ou une expérience conséquente, avec un volume horaire, et puis également à vouloir maîtriser le processus de sélection des avocats médiateurs en les obligeant à se référencer. Et la censure du Conseil d'État, dans une décision en date du 25 octobre 2018, a néanmoins eu pour résultat d'amoindrir la portée de cette initiative. Toutefois, pour être désigné comme médiateur auprès des cours d'appel, un référencement auprès du CNMA présente une utilité. L'instruction des demandes des candidats figurant sur les listes nationales de membres de leur profession exerçant la médiation peut être moins approfondie, et ce, en référence au répertoire du CNMA. Alors, le CNB n'a pas manqué de communiquer sur cet avantage. Néanmoins, ce dernier constitue, me semble-t-il, une bien maigre consolation face à la politique publique en matière de services en ligne de résolution amiable des différends. En juillet 2018, tentative avait été faite de proposer une certification des plateformes de résolution des litiges favorables à la profession d'avocat. À l'époque, la présidente du CNB préconisait d'instaurer une procédure de labellisation de l'ensemble des plateformes juridiques garantissant l'assistance d'un avocat. Et de son côté, le bâtonnier de Paris avait émis le souhait que les Legal Tech soient contrôlés à hauteur de 51% des droits de vote par les avocats. Inutile de vous dire que le résultat n'est pas à la hauteur des attentes de la profession. L'article 4-7 de la loi Justice 2019 prévoit pour, je cite, « les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d'arbitrage de faire l'objet d'une certification par un organisme accrédité ». Le système qui est mis en place pour sécuriser le cadre juridique de l'offre en ligne de résolution amiable des différends est non seulement non contraignant, on va le voir, mais minimaliste, conformément à ce que proposait la chancellerie. En effet, parmi les exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6 figurent les obligations relatives à la protection des données personnelles, et sauf accord des parties de confidentialité, la compétence, la diligence, l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice des missions amiables attribuées aux prestataires sont encore requises, soit. La certification ne peut être accordée à des plateformes fonctionnant exclusivement grâce à des algorithmes, mais pas d'autres précisions sur d'éventuels critères qualitatifs. Autant dire que ce nouveau marché des plateformes juridiques n'est que peu régulé, voire pas régulé à mon sens. La profession d'avocat doit donc, pour l'instant, de manière pragmatique, poursuivre ses efforts pour s'imposer davantage en développant notamment des partenariats. Et pendant mes recherches, j'ai pu noter qu'il y a eu un partenariat précisément qui a été conclu entre le CNB et la clinique de médiation de l'Université de Montréal.
Alors, cela est d'autant plus important que la transformation de l'office de l'avocat ne se décrète pas, elle se construit, comme cela a été dit par les précédents intervenants. L'exemple de la procédure participative permet d'illustrer ce qui est une évidence, à savoir que l'avocat contentieux ne devient pas, sous l'effet de la loi, l'avocat de l'amiable, la parole du législateur n'étant pas performative. Alors ce marde n'a pas reçu le succès escompté, alors pourtant que le législateur a dès l'origine conféré un monopole à l'avocat, ce qui n'est pas le cas pour les autres mardes, et ultérieurement étendu la possibilité de recourir à la procédure participative pour œuvrer à la mise en état d'un litige. Donc j'avais envie de dire toutes les conditions de succès devaient être remplies. Et pourtant, il y a eu un échec ou peut-être un demi-échec. Alors pourquoi ? Différentes raisons peuvent être avancées. En premier lieu, la profession d'avocat, en tout cas en France, est encore viscéralement associée au procès, cela a été dit tout à l'heure, à la défense des parties, à l'office du juge qui tranche un différend. L'évolution de la profession nécessite un changement de mentalité, du côté des avocats comme du côté des clients. En second lieu, il y a un problème de formation. Là encore, cela a été dit par mon collègue. L'avocat doit se doter d'une formation, d'une formation qui est très intellectuelle, qui est tournée vers une vision technique du droit, qui est portée, on le sait, à l'exigence de la rigueur juridique cristallisée autour de la recherche de notions, d'arguments, de qualifications, de raisonnement. Or, l'imperfection conceptuelle de l'amiable n'est-elle pas régulièrement décriée par la doctrine processualiste ? Bien plus, la mise en œuvre de ce processus de l'amiable suppose que les avocats soient formés, tout simplement, qu'ils soient formés aux techniques de médiation, de négociation dite raisonnée ou de droit collaboratif. Or, on le sait, la formation initiale et continue des avocats demeure un vrai défi pour la profession en France. Alors, confrontée à cette réalité, la profession a pris un certain nombre de mesures, au premier rang desquelles figure la mise en place d'une plateforme de procédures participatives en ligne et l'accompagnement des avocats dans la formation de l'amiable. Le changement de conduite de près de 70 000 avocats, qui sont des individus très divers dans leur sociologie, est une gageure. La mobilisation pragmatique de la profession d'avocat est réelle, mais en tout cas pour ma part, il est difficile d'en mesurer ses effets pour l'avenir. L'apparition de nouveaux acteurs privés dans la sphère juridique, en particulier des prestataires de services en ligne, conduit la profession d'avocat à présenter sa déontologie et son expertise comme un avantage concurrentiel sur un marché que serait le droit. Et la dilution du droit dans des besoins juridiques marchands contraint également la profession à défendre le périmètre du droit devant les juridictions. La mobilisation est alors contentieuse. Dans un arrêt du 6 novembre 2018, la Cour d'appel de Paris s'est prononcée sur un litige opposant le CNB et l'Ordre des avocats du barreau de Paris à la Société par action simplifiée demandait justice. Alors, sans entrer dans le détail de cette affaire, il est possible d'en tirer quelques enseignements sur la mobilisation judiciaire de la profession d'avocat contre une legal tech. Premier enseignement, les magistrats ont souligné qu'il est manifeste, c'est le terme qui est employé dans la décision, que la société demandait justice, et je cite là encore la décision, évolue à proximité de la frontière du périmètre du droit réservé aux avocats, de sorte qu'il ne peut être reproché une faute au CNB et à l'Ordre des avocats du barreau de Paris de diligenter des actions pour en protéger les abords. Ces termes peuvent être interprétés comme un signe d'encouragement à l'adresse de la profession d'avocat. Deuxième enseignement de cette décision, la frontière entre ce qui est autorisé aux prestataires en ligne offrant des services juridiques et ce qui ne l'est pas
est ténue. Certes, l'article 4-5 de la loi Justice 2019 reprend la distinction entre, d'une part, les activités monopolistiques d'assistance ou de représentation qui sont régies par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et d'autre part, les consultations juridiques ou rédaction d'actes sous seing privé régis par l'article 54 de la même loi. Toutefois, la question de savoir si l'accomplissement d'une prestation relève de l'une ou de l'autre disposition ne s'impose pas d'évidence. Par exemple, dans l'affaire précitée, le grief d'exercice illégal de l'activité d'assistance a été rejeté au motif que le site effectuait une prestation matérielle de mise à disposition d'une bibliothèque documentaire et non une assistance juridique qui, je cite la décision, se manifeste essentiellement par ce qu'il est convenu d'appeler une prestation intellectuelle syllogistique. Dernier enseignement, l'exercice d'une action contentieuse pour lutter contre le fléau des prestations juridiques marchandes illicites requiert, il me semble, une volonté extrêmement tenace de la part des institutions représentatives, sans assurance, par hypothèse, d'obtenir gain de cause devant la justice. Alors, dans l'affaire précitée, l'ensemble des demandes du CNB et de l'Ordre des avocats du barreau de Paris se rapportant à l'activité d'assistance et de représentation en justice, de consultation juridique et de rédaction sous seing privé, d'actes sous seing privé, ont été rejetés. Aussi, pour cette raison, la mobilisation contentieuse de la profession d'avocat me semble être moins prioritaire que la mobilisation politique et la mobilisation pragmatique. Cette réflexion vaut peut-être pour l'ensemble des professions juridiques qui ont toutes en commun d'être des artisans du droit. Et à ce titre, ils ont un rôle fondamental à jouer dans l'avenir pour maintenir l'existence d'une justice que je qualifierais de justice incarnée. Je vous remercie.